Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Et on est avec vous pour débattre et commenter l'actualité avec aujourd'hui Matteo Ghisalberti. Bonjour, journaliste franco-italien. Bonjour. Bonjour, Patrick Mignon. Bonjour, ancien commandant de bord. Vous êtes porte-parole de VIA, la voix du peuple. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et vous êtes ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, qui est également avec nous. Bonjour. Eh bien, on va parler... De quoi on va parler? Il se passe quoi aujourd'hui la réouverture des terrasses. Alors, libération, une vraie libération pour les uns, prudence pour les autres. En tout cas, le plan com du gouvernement est bien en place. Si on envoie tous ces ministres attablés avec un café, on va y revenir. Et même le président de la République, avec le Premier ministre qui, comme ça, d'une façon très romantique, sont allés prendre leur café. La manif des policiers, un rendez-vous là aussi très politique. On commence avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Kevin, commençons avec vous. Coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre la dévalorisation du métier d'enseignant, puisque au cours de ces derniers jours, on a les premiers résultats du CAPES externe qui sont tombés. Donc le CAPES externe, c'est un concours en effet pour devenir enseignant. Donc là, c'est juste les épreuves d'admissibilité. Et on se rend compte qu'en lettres classiques, il y avait 134 postes offerts. Il y a seulement 84 candidats admissibles. En allemand, il y a 222 postes offerts, il y a 177 admissibles. Et en mathématiques, on est à 1160, un peu plus de 2000 postes pour 1705 admissibles. Donc, autant dire qu'on n'arrivera pas à recruter l'ensemble des enseignants. C'était déjà le cas en 2020, puisqu'il y a 331 postes qui n'avaient pas été pourvus l'année dernière. Donc, on se rend compte que le métier d'enseignant est totalement dévalorisé. Il y a déjà une perte de l'attractivité, parce que forcément, quand vous avez un bac plus 5, que vous obtenez un concours compliqué, que vous commencez à 1500 ou 1600 euros par mois, ça laisse songeur. Et au bout de 10 ans, 15 ans de carrière, on est autour de 2000 euros, ce qui pose quand même problème. Il y a aussi une perte de sens véritablement de ce métier, puisqu'aujourd'hui, l'enseignant n'est plus quelqu'un qui transmet des connaissances. On remet de plus en plus en cause la liberté pédagogique et on serait des animateurs de l'espace classe qui seraient là, en effet, pour utiliser des cours qui seraient là, clés en main. Et puis une perte aussi d'autorité dans la société où on est sans arrêt remis en cause par l'institution elle-même, mais également par les parents. Donc on pourrait être cynique et dire que finalement ces pauvres profs, ce n'est pas très grave, mais cela a des conséquences très importantes sur le système éducatif, parce que forcément on va recruter pas les meilleurs candidats, parce que ceux qui peuvent faire autre chose, forcément ils vont faire un autre métier, et puis on recrute des gens qui sont pas forcément attirés par le goût du mérite, par le goût de l'effort, ce qui pose problème. Donc on est à un moment où l'école de la République finalement fonctionne très mal, et c'est vrai qu'il y a une baisse du niveau des élèves, et ça s'accompagne aussi par une baisse du niveau des enseignants. Donc il va peut-être falloir régler cette question, parce que progressivement, moi ça fait 7 ans que j'enseigne, je vois en effet le système éducatif se déliter petit à petit, et ce ne fait que 7 ans qu'en effet je suis dans l'éducation nationale. Admissible, ça veut dire aussi que il y en a, et c'est pas forcément les meilleurs non plus qui arrivent si on est en pénurie d'enseignants. Ah mais c'est pas forcément les meilleurs, c'est ceux qui ne peuvent pas faire autre chose, et parfois les jurys des concours refusent de recruter parce qu'ils estiment en effet que le niveau est trop bas. Donc c'est pour vous dire en effet que parfois ils recrutent des gens où ça pose question, et quand on voit arriver certains collègues, en effet ça corrobore par rapport à ce que disent les membres du jury. Oui, moi je vous trouve très dur, parce que j'ai vu un document je suis ironique, de l'éducation nationale, une synthèse du Grenelle qui dit « Acculturer dès le début de carrière les enseignants en réalité du leadership. Il est nécessaire que les enseignants nouvellement recrutés aient la claire conscience d'être des cadres et se voient proposer une meilleure connaissance de la palette des possibles mobilités professionnelles dans le cadre de carrières qui s'allongent. L'acculturation aux fonctions d'encadrement peut être favorisée aux moyens d'immersion. » Enfin, c'est des fonctions mixtes, il est opportun, et promeuvent les postes de faisant fonction. Voilà le jargon. Il convient d'apprendre le plus tôt possible l'alphabet du management et de permettre aux enseignants de penser leur qualité autrement qu'au travers du prisme des savoirs disciplinaires.
Voilà, Amen. C'est formidable. c'est le J'ai jargon vu de ça hier, ça l'éducation m'y fait nationale. Je pense penser. qu'il faudrait sortir un dictionnaire. Forcément, l'opinion publique Non, ne comprend rien à ce qui se mais passe là, dans on est en l'éducation train de nationale. dire aux profs, pensez à devenir chef d'établissement, Oui, c'est ça. pensez à devenir encadrant plutôt que d'être prof, alors qu'on manque de profs. Oui, mais c'est Qui veut réagir Quand Mathéo? tu as déjà une culture qui est, comment dire, sous-financée, parce que la culture n'a plus la place qu'il y avait avant en France et dans d'autres pays européens, au moins. Et c'est normal qu'après aussi la profession de professeur n'est pas, comment dire, valorisée. Et puis, n'oublions pas non plus aussi que ce jargon Ouais. incompréhensible a écrit par des gens qui sont sur la Lune Mm. ou dans un autre système solaire. Donc, Ouais. ils n'ont aucun attache avec la réalité des profs, des parents, des élèves. Et en tout cas, les considérations que vient de faire Kevin Bossuet me C'est font... inquiétant, hein. C'est inquiétant, mais ça me fait... ça me pose une question. Enfin, l'école est devenue, depuis des années d'ailleurs, un peu un fief d'une certaine idéologie. Et même, disons, dans cet entrisme qui s'est créé, on ne réussit même pas à trouver des candidats, comment dire, qui puissent faire bien ce travail, qui puissent motiver aussi des élèves, parce que tout le monde a eu un prof qui l'a vraiment inspiré. Et maintenant, on risque de ne plus en avoir. Alors, vous vouliez ajouter un mot peut-être, Patrick Mignon et Jean-Luc? Oui, très rapidement, Oui, Patrick je Mignon. constate qu'effectivement un dictionnaire serait souhaitable parce qu'on est toujours dans ce pédagogisme et ce jargon et ce verbiage pédagogiste qui a emmené notre éducation nationale vers les sommets, plutôt vers les tréfonds de Pisa, hein, on le sait tous. On a chuté, mais c'est une catastrophe. Ceci dit, rassurez-vous, il n'y a pas que dans l'éducation nationale, Kevin, que c'est un jargon comme ça. Moi, dans l'aviation, qui était mon ancien métier, on demandait il y avait beaucoup de comités de pilotage. Alors, il y avait des tas de gens au sol qui étaient à la tête de comités de pilotage et aux pilotes, on leur demandait de gérer des trajectoires. Je ne plaisante pas, c'est les termes qui étaient utilisés. Donc, en fait, vous voyez, il y a une volonté, en fait, de se mêler de choses qui ne nous regardent pas. Moi, j'avais écrit à l'époque que je préférais que les pilotes pilotent et que les gestionnaires gèrent, voilà. Ouais. Plutôt que... Donc, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on déconstruit tout ça. C'est une volonté, j'ai l'impression, de déconstruction, soi-disant, parce qu'on pourra mieux reconstruire derrière. En fait, on fait rien du tout, puisque évidemment que les savoirs des enfants, l'éducation, la connaissance, c'est à force de travail avec un prof qu'on respecte et qu'on admire, comme vient de le dire Mathéo. Point à la ligne. Sauf que les jeunes ne veulent plus devenir profs. C'est pas attrayant, le salaire n'est pas attrayant, les conditions sont assez difficiles, donc la vocation, on comprend qu'elle ne soit pas toujours là. Jean-Luc Infirmière, même combat. Oui, infirmière, même combat. Jean-Luc Bon, alors, le jargon dont vous venez de parler est absolument incompréhensible. Ça me rappelle un autre texte, rappelez-vous, sur comment on parlait de gymnastique et le référentiel de tout cela. bondissant. Le référentiel bondissant pour le ballon. Merci beaucoup, la Patrick. verticalité. Mais moi, je n'accuse pas la profession d'enseignant par rapport à tout cela. Non, on l'accuse pas. Je différencie totalement les différents profils d'enseignants. Moi, je pense qu'on a toujours une école maternelle tout à fait performante, qu'on a une école primaire performante. Mais c'est pas le sujet. Problème, je le dis souvent, le problème, c'est d'être enseignant en collège. Et c'est là la grande difficulté. Parce que nous avons dans les collèges des difficultés d'ordre public, si vous voulez, clairement, dans les classes. Et à ce niveau-là, je pense que les enseignants sont laissés un peu seuls. Je regrette, je le dis souvent aussi, que la profession de surveillant, qui était une profession à l'époque, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, qu'on laissait aux étudiants pour avoir un travail à mi-temps ou un travail à 2/3 temps. Et aujourd'hui, surveillant, c'est devenu une profession. Non, ça n'est pas une profession, surveillant, pour moi. Et donc, pour moi, c'est une aide absolument indispensable pour que les enseignants, notamment au collège, puissent arriver à faire classe, ce qui est parfois difficile, ça dépend des collèges évidemment, mais parfois difficile. Voilà, moi je pense par contre que le niveau de l'enseignement, contrairement à ce que tu dis Kevin, n'a pas spécialement baissé. Le niveau de motivation
à baisser, ça c'est clair, car les salaires, tout le monde le sait, les salaires en France sont en dessous de tous les salaires des différents pays européens que nous côtoyons. Si, le niveau a quand même baissé, mais je pense qu'on le disait de notre génération, mais quand on voit des profs qui font des fautes d'orthographe et qu'on vous explique que le responsable d'établissement vous explique qu'il avait un bon projet pédagogique, voilà, bon, on va pas entamer ce débat. Le niveau du CAPES et le niveau de la GREG n'a pas baissé. C'est faux ça. Le niveau du CAPES a considérablement baissé. D'ailleurs, là, il y a une réforme qui est en train d'être mise en place où, par exemple, au CAPES d'anglais, on va recruter des gens sans vérifier qu'ils sont capables de parler anglais à l'oral. Donc, on en est quand même là aujourd'hui. On n'arrive tellement pas à recruter. Finalement, on baisse le niveau et on se retrouve en effet avec des nouveaux collègues qui arrivent, qui n'y peuvent rien, qui sont aussi le fruit de cette école de la République qui vacille. Mais on se retrouve avec des collègues, en effet, qui tiennent parfois pas trop la route, même s'il y a encore des enseignants formidables, il faut aussi le souligner. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va continuer de débattre l'arrivée de Karim Benzema ou le retour de Karim Benzema en équipe de France, le retour des terrasses, que de retour ce matin, et puis la manif des policiers. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Nous commentons l'actualité avec Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien. Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de VIA, La Voix du Peuple. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Le retour de Karim Benzema en équipe de France, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une bonne décision ? Est-ce qu'on aurait pu quand même se poser la question de savoir... d'attendre peut-être le procès. Est-ce que l'argument du très bon joueur est suffisant ? Et puis, est-ce qu'on efface tout, on oublie tout, on recommence ? La libération pour certains avec la réouverture des terrasses. Je dois vous avouer que moi, ça me court un peu sur le haricot pour être politiquement incorrect. Je trouve que tous ces selfies en terrasse, on a l'impression qu'on a vécu une guerre abominable. Bon, ce n'est que mon point de vue. Et puis la manif des policiers, un rendez-vous politique. On en parle avec vous et avec les débatteurs aujourd'hui. On continue, on va redémarrer l'heure avec les cinémas, parce qu'on ne parle que des terrasses. On parle mais pas on a entendu, des il y a les magasins qui réouvrent et les cinémas. Exactement. Et donc, personnellement, j'ai déniché une petite pépite pour ceux qui voudraient aller au cinéma dans les prochaines heures, désormais on peut le dire. Il s'agit d'un film qui s'appelle Faustine, l'apôtre de la miséricorde. C'est un biopic dédié à un sujet très particulier, très difficile finalement à exposer, dans le sens que c'est l'histoire d'une sœur polonaise des années 30 qui a eu des visions du Christ et qui est devenue pratiquement la messagère de tout un tas de messages, on peut croire ou pas, mais le film est intéressant parce que voilà, il essaye de rendre quelque chose de très compliqué à expliquer, et il a eu un très grand succès en Pologne. On peut se dire que c'est forcément un pays très catholique, etc. Mais même parmi les internautes sur Google, je voyais un jugement de, 90% de ces internautes ont apprécié le film. Donc, il sera dans, je pense, 200 dans les salles. Il faut signaler qu'il y a un gros embouteillage dans les sorties cinéma, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens. Ce matin, il paraît qu'il y avait déjà beaucoup de monde dès la première séance. Je confirme, je suis passé devant un cinéma et effectivement, il y avait la queue. Je suis content pour les maisons de production, absolument, les acteurs, pour les etc., cinémas aussi. Et les cinémas aussi. Jean-Luc Benamias, un coup de cœur. C'est un coup de cœur par rapport pour les forains. Alors c'est un coup de cœur et à la fois un coup de gueule. Je ne sais pas ce qu'on a avec les forains en France, qui sont des animateurs de la vie sociale, de la vie festive, et on leur interdit encore de rouvrir. Alors ça va de pair avec les parcs d'attractions. On ouvre les parcs d'attractions sans les animations qui existent dans les parcs d'attractions. Il y a quelque chose qui ne va pas dans tout cela, puisque les fêtes foraines sont en extérieur, et que en même temps que les fêtes foraines ne peuvent pas ouvrir, les grandes roues, elles peuvent ouvrir. Encore une fois, on est dans les mêmes contradictions, on parle souvent sur Sud Radio, les mêmes complexités, les mêmes contradictions. Pourquoi ne pas laisser ouvrir l'ensemble des parcs d'attractions et les fêtes foraines telles qu'elles existent en extérieur,
globalement, ça n'a pas grande différence avec l'ouverture des grands magasins. Et voilà, tout ça voilà. Mais c'est un coup de cœur pour les forains. Oui. Je suis né à Montreuil, j'ai été entouré de forains, tout ça. Pour moi, c'est c'est une façon de vivre. Jean-Luc, je pense que les règles pour l'ouverture des parcs des attractions, mais pas des attractions, ont été écrites par les mêmes qui ont écrit le jargon de l'école. Sans doute. De la balle rebondissante, de l'objet rebondissant. Du référentiel rebondissant. Ça serait intéressant de savoir comment ils appellent les manèges. Et il n'y avait pas un truc immersion horizontale en milieu aquatique ou un truc comme ça pour la natation. C'est ça, oui. Parce que les montagnes russes expliquées dans le jargon, faut y faire. Mais c'est des montagnes russes sans neige. Ça vous rappelle rien? Pendant la période hivernale, il y avait des remontées mécaniques qui pouvaient éventuellement être ouvertes, mais il fallait pas aller skier ou l'inverse. Enfin, l'inverse. Voilà. Alors, Patrick Mignon, coup de cœur, coup de gueule. Moi, j'ai un coup de gueule contre un projet encore ubuesque que porte Madame Valérie Pécresse avec la région Île-de-France. J'ai découvert que la région subventionnait à hauteur de 300 et quelques millions d'euros un projet de RER vélo. Alors, qu'est-ce que le RER vélo? Eh bien, avec la pandémie, vous savez qu'il y a eu des développements incroyables des fameuses coronapistes, c'est-à-dire qui permettent aux gens de se déplacer en vélo. L'objectif était louable, hein. C'était de permettre de désengorger les transports en commun avec des transports individuels. Ceci est bien quand on n'a pas énormément de charges à transporter, parce que quand on a des courses avec de gros sacs et 20 kilos, je pense que c'est plus la même. Donc, ces voies cyclistes peintes en jaune un peu partout, c'est du temporaire qui, comme toujours en France, va devenir du permanent. Et ça a déjà bien pourri encore un peu plus la vie des automobilistes dans des régions déjà congestionnées. Eh bien, ce projet de RER vélo, c'est que la région Île-de-France subventionnerait donc à hauteur de 300 millions d'euros la construction de 600 kilomètres de pistes cyclables, un peu à l'image du RER, du schéma du RER de la région parisienne, avec des pistes cyclables qui permettraient d'aller du sud-est au nord-ouest et ainsi de suite, en passant par Paris. Ça fait quand même pas loin de, je crois, si je me trompe pas, 500 000 euros le kilomètre. Donc, tout ça, c'est invraisemblable. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, c'est que moi, je fais un peu de vélo à titre sportif et il y a des pistes cyclables dans le département dans lequel je suis. Alors, évidemment, la région n'est pas responsable de l'entretien de tout ça, puisqu'en fait, elle ne fait qu'apporter un financement à 50% que les autres collectivités locales, départements et communes sont censées abonder à hauteur du complément. Sauf que ces pistes cyclables, elles sont jamais entretenues. C'est-à-dire que se retrouvent sur ces pistes cyclables les cailloux, les clous perdus, les vis, les écrous, les boulons perdus par les camions, le verre qui a été projeté parce que des fois il y a des canettes de balancer ou des pare-brises qui ont volé en éclats. Donc quand vous roulez sur une piste cyclable avec un vélo, que ce soit un vélo de route de course, que ce soit un vélo standard ou peut-être moins avec un VTT vu l'épaisseur de leurs pneus, vous avez toutes les chances de ne pas faire terminer votre sortie parce que vous crevez au moins 1 ou 2 fois. Donc, même si on est équipé pour pallier à une crevaison, 2, ça commence à faire beaucoup et c'est impossible. Voilà, donc moi, c'est une usine à gaz. Encore une fois, on veut aller dans le sens du vent. On va aller dans le bon sens, donc on a une politique de feuilles mortes en fait. Moi, je trouve ça déplorable. J'aurais préféré que Madame Pécresse nous dise que il y a effectivement de l'argent de mis, par exemple, dans les vrais RER pour qu'ils soient climatisés tous. Un transport qui transporte, je crois, plus d'1 million de personnes par jour. En matière de transport, il y a pas mal de choses à faire. Mais là, on est c'est une incohérence, très parisien. Parlons de nos... Mais, oui, désolé pour les provinciaux, mais je pense que le problème peut être parce que le vélo va être en expansion, va être en expansion un thème de campagne. Un petit peu partout. Bon, alors, on n'est pas en terrasse. On n'est pas en terrasse, on a été punis, nous. Non, vous avez entendu la matinale. Qu'est-ce que vous en pensez de
espèce de joie de la réouverture, de la libération, comme on entend un petit peu partout, C'est Kevin? indécent pour moi. Oh ben moi, je trouve ça parfaitement ridicule. On a l'impression de sortir d'une guerre. Enfin, voilà, on est dans une phase épidémique qui n'est même pas terminée. Donc, avant d'être dans la réjouissance, faisons en sorte, en effet, que tout le monde puisse se faire vacciner. Faisons en sorte, en effet, que tout le monde puisse rouvrir dans de bonnes conditions. Là, on sait que ça ne sera pas le cas. Par exemple, au bar, on ne pourra pas consommer en étant debout. On sait que dans les restaurants, les tables seront limitées à 6 personnes. Il y a encore tout un tas de contraintes. Donc, je crois qu'on va un peu vite en besogne. On est dans une société où finalement on se réjouit de pas grand chose et puis on prend des photos tout le temps, des selfies. Là, on voit des gens en effet sur les terrasses avec un selfie, comme on voit des gens en effet dans les box de vaccination en train de prendre une photo. Je pense à un moment donné, il faut savoir garder raison, faire preuve un petit peu de modestie, garder certains événements personnels pour soi et arrêter d'inonder les autres de sa petite vie personnelle qui peut être, cela dit, intéressante, mais qui n'intéresse au final pas grand monde. Pas grand monde. Et alors, donc, on a le président de la République et le Premier ministre qui sont allés prendre voilà, love, un petit cœur, un café ce matin. Ils ont tous tweeté leur selfie. Jean-Baptiste Lemoyne, qui était ce matin au Demago, a posté et qui était invité évidemment de la matinale de Sud Radio, a tweeté sa photo. Bruno Le Maire qui lisait L'Équipe avec un café. Il est trop cool, Bruno Le Maire. Ils sont cool, ils sont tous en terrasse. Patrick Mignon, vous en pensez quoi? Comme vient de le dire Kevin Bossuet, c'est ridicule. Heureusement, j'y vois un bien là-dedans, ils utilisent des selfies, parce qu'imaginez qu'on soit à l'époque de Napoléon où les gens gravaient les pyramides pour parler, pour attester qu'ils avaient été vus en Égypte à la bonne époque. Franchement, c'est lamentable. Ils n'ont plus qu'à uriner sur les tables sur lesquelles ils sont allés, comme ça laissera une trace. Non, je suis très, très sévère là-dessus. C'est se foutre du monde. Vraiment, ils prennent les Français pour des idiots. On a eu un discours qui était très orienté guerre, vous l'avez rappelé, on parle maintenant de libération, mais enfin, arrêtons. Oui, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui en sont morts, il y a des commerçants qui souffrent énormément, je me réjouis, nous nous réjouissons pour eux qui puissent réouvrir, qui puissent retrouver une activité, que l'espoir revienne chez eux. Mais franchement, ce comportement de ces politiques et du gouvernement est indécent au plan de la com, vraiment indécent. Je vois, on va y revenir. Je vois un journaliste confrère qui tweet sur la photo de Bruno Le Maire qui est assis. On va y revenir dans un instant. C'est très étudié cette photo. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio, avec Matteo Ghisalberti, Patrick Mignon, Jean-Luc Benamias et Kevin Bossuet. La libération, qu'est-ce que vous trouvez indécent, toute cette communication autour des terrasses? On rappelle qu'il y a quand même les cinémas qui réouvrent. On a les magasins. Vous avez entendu tout à l'heure à 10h30 le patron des commerces indépendants qui ont aussi beaucoup souffert. Mais il y a quelque chose, oui, Kevin le disait, Patrick Mignon également, et tous ces ministres et le président de la République qui tweetent, qui se montrent avec toute une com extrêmement maîtrisée. Matteo? Moi, d'abord, avant d'aller sur une terrasse de café, j'irai acheter des chaussettes. Parce que ça fait des mois que je ne peux plus les acheter et j'ai des trous. Bon, j'avoue. Vous auriez pu, voilà. Non, parce qu'il y a effectivement les titulaires, les gérants des commerces dits non essentiels qui ont vraiment bavé tout au long de ces mois. Je suis très content pour les restaurateurs, mais je me dis aussi qu'en plus que cette campagne de com qui a été mise en place par les différents représentants du gouvernement, qui a une objectif électoral, on le voit arriver depuis des kilomètres, et pour les régionales et pour les présidentielles. Je pense aussi qu'on dit que les restaurateurs n'auront pas assez de places, n'auront pas assez de possibilités de mettre des tables. Et je me demande pourquoi. Parce que aussi, il y a les fameuses pistes cyclables qui ont été construites à la va-vite, surtout dans la période électorale des municipales de l'année passée, qui ont asporté des tranches de route et qui pourraient être utilisées pour les restaurateurs, pour faire un peu plus de place. Mais là encore, il y a des idéologies. Donc,
donc il faudra faire la guerre. Mais de quoi vous vous plaignez? Il y a des terrasses qui ont été installées entre la voie de bus et la voie et à côté des places de livraison. Donc il va falloir faire Non, une mais sorte de gymkhana pour Justement, parfois. parce Voilà. qu'on a imposé aux Mais là, habitants des ouais. villes Mais là, sur des le pistes. fond de cette liesse, Jean-Luc Benamias. J'avais une réflexion par rapport à Mm. ce dont on parle avec Mm. tous ces ministres qui sont à table Oui. ce matin. Combien de policiers mobilisés pour surveiller ces tables Ouais. lorsqu'il y a le président et le Oui. premier ministre Oui. qui vont prendre un café? Oui. Surtout que, Hâte de voir le contre-champ que je pense certaines émissions nous montreront ce soir. C'est le quotidien qui a l'habitude de faire ça. 47 C'est-à-dire personnes de retrouver. 50 personnes photographes parce qu'évidemment, ils n'y sont pas allés à l'improviste. Oui. ben non. Ouais. Voilà. Après ça, écoutez, cette histoire de piste cyclable, hein, j'étais moi aussi, ces coronapistes faites un peu n'importe comment. Ça moi je vois ça en tous les cas sur la métropole de Marseille et sur Marseille. Ça s'est nettement amélioré. Celles qui ne servaient à rien ont été abandonnées et on est vraiment de plus en plus en France, et je trouve ça extrêmement bien, sur l'utilisation du deux roues de manière avec sécurité. Ouais. Après, il y a un vrai problème. Ça s'appelle le partage de la voirie. Et Oui, donc, mais il faut de la citoyenneté par Jean-Luc, rapport on à ça. va pas faire là, on est sur les terrasses, on va pas parler des pistes Mais cyclables. Valérie, j'entends, mais juste avant, il y avait toute une critique de, tout d'un coup, du vélo en ville. Moi, je trouve que le vélo en ville, c'est très bien. Voilà. Non, je pense pas. Je critique pas le vélo en ville. Je critiquais la manière dont c'était fait. Dont Mais tu as raison. Ouais. Par rapport aux 300 millions utilisés par Valérie Expert, 300 Valérie millions. Pécresse, non. Donnez-moi 300 millions, je vous assure que je vous ferai des pistes cyclables. J'en veux un peu. Il y a pire lapsus, Valérie. Oui, c'est vrai. Non, mais donc les terrasses. Alors dites-nous à Marseille, comment vous êtes sorti un petit peu? Vous êtes allé voir comment ça se passait dans la rue? Jean-Luc? Moi, je suis pas sorti ce matin en courant. Hein, je veux dire, d'abord, j'attendais l'enregistrement et le direct de Sud Radio avec grand intérêt. Non, je sortirai tout à l'heure tranquillement, comme on sort à Marseille depuis des semaines. Je peux vous dire que sur les plages marseillaises, il y a de la place, tout ça, les gens sont tranquilles et que voilà. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, la police nationale, la gendarmerie ont été d'une grande sagesse. C'est pas forcément le cas partout, je le dis là, parce que globalement, on a laissé, et heureusement, les gens vivre à peu près normalement, parce que les gens faisaient attention, relativement attention, ou totalement attention. Voilà. Et que, la nouveauté maintenant, c'est qu'on va pouvoir aller au bar. Je regrette, j'ai réfléchi hier soir en me disant, je vais aller au resto demain soir. Puis j'avais oublié qu'il y avait cette histoire de 21h. Voilà. Oui, 21h. C'est voilà, faudra dîner un tout petit peu, plus tôt. Comme les Hollandais. Il y a beaucoup de commentaires assez ironiques sur la com du gouvernement. Quelqu'un dit vivement la réouverture des discothèques que l'on voit Macron et Castex s'envoyer une bouteille de Jack Daniel. C'est vrai que la com se voit quand même de plus en plus, les éléments de langage sur Emmanuel Macron qui dit nous avons fait un choix, pas un pari. Il y a beaucoup de com autour de cette et de politique. Il y a les élections. Oui, autour de cette réouverture des terrasses. Patrick Mignon. Oui, bien sûr, et il y en a encore plus, et c'est un de vos autres sujets autour de la manifestation des policiers. Et, on l'a également, vous savez, Valérie, avec l'actuelle campagne des régionales. Certes, c'est une élection, donc c'est de la politique, mais quand je vois le nombre de ministres qui se montrent en campagne, et notamment Monsieur Dupond-Moretti, Madame Schiappa, Monsieur Darmanin, qui sont, je crois, à la tête de ministères importants, c'est donc que tout va bien au gouvernement et en France, et que tout est parfaitement géré parce qu'ils ont tellement de temps à consacrer à ces élections et à être vus en train de faire campagne dans ces élections, à mener les listes, que c'est exactement la même chose. Ouais. C'est Monsieur Darmanin donc qui va aller à la manif des policiers cet après-midi, ou en fin de matinée, c'est encore une fois ces ministres qu'on voit prendre leur café, comme si par hasard le photographe était là, enfin les 50 photographes étaient là sans avoir été avertis de l'événement. Voilà, évidemment. Pitoyable, je ne sais pas, pathétique, pitoyable, je ne sais pas quel adjectif trouver. Bon, est-ce que vous irez en terrasse les uns et les autres aujourd'hui? Ah, moi, oui.
Oui. Oui, Non, mais oui. c'est un plaisir. C'est un plaisir. Non, On mais peut c'est pas Bien sûr. nier. Mais il y a un côté, moi, je trouve très urbain quand même. Il y a un côté un peu, enfin, pas très populaire. La terrasse, le café, même si on sera content de retourner Ah bah, dans les ah petits bah, si vous villages. parlez du café de Flore, Oui, effectivement, non, non, c'est pas non, très non, mais c'est populaire, vrai mais que tous les petits cafés vont rouvrir absolument. Non, non, mais il y a c'est quand même d'autres voilà. terrasses, Valérie, où il Alors, y a des gueux avec leurs cigarettes et un café. Donc, Les il y a cendants, moins de On va pas dans journalistes les à ce mêmes cafés. moment-là. les cendants. Valérie, Oui, je pense à la vie des milliers de villages français oui, Oui, qui, au niveau, en dehors du marché de la absolument, semaine, le seul lieu de rencontre dans tous ces villages, c'est le café ou les trois ou les deux ou trois cafés qui restent encore dans le village. Et absolument. à ce niveau-là, ça va redonner un peu de vie à des choses qui Non, étaient non, mais on relativement. ne peut que se réjouir de bien la sûr. Exactement. réouverture des terrasses. Mais Exactement. c'est vrai qu'il y a une sorte de décalage quand même enfin, ce que disait Kevin, hein, je suis d'accord. C'est-à-dire, ça prend une ampleur quand même assez. Enfin, oui, un peu Visible. démesurée. Parlons de la manif des policiers. On parlera un peu plus tard de Karim Benzema. Tous les syndicats et on attend des milliers de policiers, le ministre de l'Intérieur, d'autres politiques de tous bords qui disent qu'ils iront manifester devant l'Assemblée nationale. Je rappelle que c'est 2 semaines après le meurtre du brigadier Éric Masson. Les syndicats qui sont réunis, c'est relativement rare, mais ils ont affirmé qu'aucun responsable politique ne pourrait s'exprimer ne pourra s'exprimer à la tribune. C'est éminemment politique, évidemment. Alors, on en a parlé hier un petit peu, mais est-ce qu'il prend un risque, le ministre de l'Intérieur, en y allant, de se faire huer, de se faire siffler, ou est-ce qu'au contraire, il montre qu'il est près de ses troupes? Non, Kevin? mais moi je trouve ça, enfin, je ne comprends pas en fait ce qu'est en train de faire Gérald Darmanin. On a l'impression finalement qu'il est là en train de manifester contre sa propre politique, parce que je rappelle Oui. quand même qu'il est en responsabilité, ou alors qu'il est en train de manifester contre le garde des Sceaux, puisqu'en effet ce que reprochent beaucoup les policiers, en effet, c'est qu'il n'y ait laxisme. pas de suite judiciaire et qu'il y a un laxisme judiciaire en effet qui est effarant. Donc là on est purement dans la communication. Je pense que si Gérald Darmanin était un vrai homme d'État, et pourtant j'ai beaucoup d'estime pour lui, je pense qu'il laisserait les policiers manifester hors des récupérations politiques, et en effet il prendrait la parole le soir même, en effet, pour tenir des engagements, pour tenir des promesses, et cette fois pour les appliquer, parce que ça fait des années en effet que ces policiers disent très clairement qu'il y a une remise en cause de leur autorité, que leurs conditions de travail est dramatique. Je rappelle quand même qu'en 25 ans, les violences contre les policiers ont doublé. Je rappelle également qu'aujourd'hui, on s'en prend typiquement aux policiers, non pas pour leur uniforme, mais on s'en prend également à la personne qu'il y a derrière. On n'hésite pas à attaquer des commissariats au cocktail Molotov. Donc on est dans une société qui est encore dramatique, et ce qui est fou quand même, c'est que ces policiers sont censés garantir la sécurité de tous, et eux-mêmes ne sont plus en sécurité. Donc ça en dit long en effet sur la perte de l'autorité de l'État, et sur cet ensauvagement qui est en train de s'emparer en effet de la France et de plus globalement de l'Occident. Oui, on continue à débattre de ce sujet dans un instant. Selon les responsables syndicaux, beaucoup de policiers en colère et écœurés voient dans la mort du brigadier qui a été tué un symbole des violences répétées à leur encontre, et ils réclament une réponse pénale forte. On en reparle dans un instant. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous parlons de la manif des policiers, un rendez-vous éminemment politique. On a vu que la France Insoumise s'était désolidarisée de cette manifestation. Étonnant, peut-être pas. On parle donc du ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il serait aux côtés des policiers. C'est un petit peu, on l'évoquait, c'est un petit peu comme si le patron allait manifester avec ses salariés qui manifestent. Contre la politique de la manif- C'est un petit peu de ça, l'entreprise. Oui, Mathéo. c'est ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai plutôt de l'estime pour Gérald Darmanin, parce que déjà, c'est un ministre de l'Intérieur meilleur par rapport au précédent. Là, faudrait pas peut-être grand-chose, mais il est meilleur. Par contre, il doit décider ce qu'il veut faire dans sa vie, dans le sens que là, voir un ministre de l'Intérieur qui manifeste avec les policiers, personnellement, je ne comprends pas. Si
ils veulent marquer une espèce de rébellion vis-à-vis de son chef, donc Emmanuel Macron, ou bien s'il est envoyé par Emmanuel Macron pour calmer les esprits. Je veux dire, c'est pas très clair. Et puis, il y a toujours ce spectre, entre guillemets, des élections régionales et présidentielle de l'année prochaine, parce que sans doute la sécurité sera un thème qui fera gagner et perdre des élections. Oui, non, mais c'est sûr. Dans les régions et à l'Élysée. Donc, et voire même les législatives. C'est crucial de sécuriser ce sujet, sauf que la réponse du gouvernement est absolument inadéquate, parce que non seulement les policiers subissent tout ce qu'on vient de dire, ils n'ont pas des moyens, en plus, un peu comme les profs et les infirmiers, etc. Et puis, ils n'ont pas complètement, le soutien complet des autorités, des autres autorités. Parce que si les juges relaxent tout de suite les criminels et on les attaque, on permet encore à des gens de crier dans la rue « mort aux flics », on n'a rien compris. Alors effectivement, on est à deux pas de la guerre civile. Oui, mais c'est vrai que le ministre de l'Intérieur peut promettre beaucoup de choses. Après, les juges sont là pour appliquer la loi et c'est là qu'est toute la complexité. Patrick Mignon, cette manif des policiers. Moi, je trouve surprenant le lieu déjà de cette manifestation devant l'Assemblée nationale. Que je sache, les lois sont là, elles ont été faites, elles sont. Si on les appliquait, ça irait beaucoup mieux. C'est-à-dire si les juges décidaient de les appliquer. Donc, je pense qu'il aurait peut-être été plus intéressant qu'ils aillent manifester place Vendôme devant le ministère de la Justice de Monsieur Dupond-Moretti, qui, lui, n'est toujours que dans le sentiment d'insécurité. J'ai beaucoup de compassion pour les policiers qui ont subi dans leur chair, qui en sont morts, qui sont gravement blessés, parce qu'on parle des morts, mais il y a quand même des blessures et des séquelles graves, voire psychologiques. Tout ça, on l'oublie. Alors, est-ce que Monsieur Darmanin est dans son rôle d'aller manifester avec ses troupes? Certainement pas. Il le serait si c'était une marche organisée ou une manifestation organisée à la mémoire de. Là, je serais tout à fait d'accord et je comprendrais sa présence. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est une manifestation. Il va manifester contre la politique pénale du gouvernement. C'est là où c'est absurde. Oui, je veux bien, mais alors excusez-moi, si la République et si le gouvernement en est là au point que les ministres importants de ce gouvernement sont obligés de se montrer dans une manifestation pour faire pression sur leurs collègues qu'ils rencontrent tous les mercredis à l'Élysée et avec lesquels ils peuvent être en réunion de travail quand ils le veulent, c'est qu'il y a un gros problème de communication et de préséance dans ce gouvernement et de gestion. Mais est-ce qu'il n'a pas réussi quand même quelque chose, Gérald Darmanin? C'est-à-dire que cette manifestation est devenue un rassemblement. On a vu qu'il y avait de nombreux politiques qui avaient décidé d'y participer. Donc, quelque part... Oui, mais voyez-vous, moi, en tant que porte-parole de VIA, la voix du peuple, j'avais annoncé que j'irais. Sauf que j'irai pas pour une raison extrêmement simple, c'est que parce qu'il y a Monsieur Darmanin. J'y serais allé même s'il y avait eu Mélenchon, Le Pen, Jacob, tous les politiques de France, mais pas ceux qui sont au gouvernement. Je suis désolé, c'est effectivement une manifestation politique. On peut ne pas partager les avis politiques des gens qui viennent soutenir la manifestation. Moi, j'ai toujours dit très clairement, et nous avons toujours dit très clairement via la Voix du Peuple et Jean-Frédéric Poisson, que notre soutien plein et entier allait aux forces de l'ordre, policiers, gendarmes. On n'oublie pas non plus les pompiers, la pénitentiaire, parce que tout ça, c'est des gens dont on parle beaucoup moins, mais quand même qui subissent également les violences cataclysmiques et scandaleuses tous les jours, toutes les nuits, en permanence. Donc, nous, on y serait allé, même s'il y avait eu des opposants politiques, surtout s'il y avait eu des opposants politiques. Mais là, c'est pas l'opposant politique, c'est le gouvernement. Comme vous l'avez dit, c'est une manifestation et le gouvernement n'a pas à y aller, ou c'est une marche en soutien ou en mémoire d'eux, et là, tout le monde y va dans la concorde. On est d'accord. Alors, Jean-Luc Benamias. C'est compliqué cette manifestation, parce que la justice serait laxiste, les juges seraient laxistes. Il n'y a jamais eu autant de prisonniers, il n'y a jamais eu autant de monde dans les prisons françaises. Jamais autant. Alors, qu'il y ait un manque de moyens dans la justice, dans la police, dans la sécurité publique, tout le monde le sait, à ce niveau-là. Mais alors maintenant, le mélange, et je suis d'accord avec Patrick, qu'est-ce qu'ils vont faire devant l'Assemblée nationale?
L'Assemblée nationale est en train de voter des lois. On peut être d'accord ou pas d'accord. Il y en a pas mal sur lesquels je ne suis pas d'accord. On peut. Mais devant l'Assemblée nationale fait son travail par rapport à la sécurité depuis des mois et des mois. Et ça n'a jamais cessé. Il y a quelque chose d'incompréhensible. Et alors après, le mélange des genres entre des syndicalistes, des hommes et des femmes politiques, très divisés par rapport à tout cela, où il y a un mélange général. Moi, je suis comme Patrick. En hommage, j'ai aucun problème. Manifester comme là, j'y serais pas allé. Ouais. Non, mais ce qu'il y a de dingue, c'est qu'il y a quand même Gérald Darmanin qui est en train de jouer l'opinion publique contre son propre gouvernement, contre la colonne vertébrale idéologique de son gouvernement. Moi, je rappelle quand même que dans le cadre de la Covid-19, il y a quand même eu plus de 13 000 prisonniers qui ont été libérés, dont certains ont récidivé. Donc, ça pose en effet question. Et quand on dit que toutes les grandes personnalités politiques vont aller à cette manifestation, c'est faux, puisque Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'y allait pas, tout simplement parce que lui, il est dans cette haine anti-flic. Je rappelle qu'il a insulté, qu'il a traité les policiers de barbares, de bons à rien, qu'il est pour désarmer la police. Donc on voit bien ici que la récupération politique, elle est également là chez les absents, en effet, qui vont utiliser cette manifestation pour encore taper plus sur nos policiers, sur notre police républicaine qui a aujourd'hui besoin de soutien. Je vois les images d'Emmanuel Macron et notre consoeur Agathe Lambray qui est de BFM qui cite Emmanuel Macron qui dit on va en reprendre deux en parlant des cafés, pardon de faire ce petit aparté, et David Linard qui dit langage viril dans cette nouvelle scène du théâtre de l'exécutif. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a pas de femmes sur cette terrasse et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les hommes qui sont autour d'eux semblent être des gardes du corps, ce sont des monsieur à cravate avec qui parlent dans leur blouson, donc visiblement la mise en scène, voilà, c'est des clients particuliers. Fermons la parenthèse. Il y a des femmes gardes du corps aussi, Valérie. Oui, il y a des femmes gardes du corps. Il y en a un petit peu moins quand même. Là, en tout cas, le constat est qu'il n'y a que des hommes. En réalité, elles se sont habillées en homme pour rendre la chose plus crédible. On verra ce que donnera cette manifestation cet après-midi. En tout cas, c'est un vrai. Les policiers aujourd'hui lancent un vrai signal, signal. Au-delà du cri d'alarme, c'est un signal. C'est-à-dire qu'ils en ont marre. Ils en ont clairement marre. Il y a quand même derrière tout ça une lutte syndicale interne qui se joue. Alors, ils font unité de l'ensemble des formations syndicales de la police, qui sont très nombreuses, comme dans le monde syndical ouvrier ou des salariés. Mais il y a quand même derrière tout ça des enjeux internes aux différentes places des syndicats de police. Oui, mais le ras-le-bol est là, bien sûr. Je suis d'accord. Et je pense que c'est une forme... Moi, je ne comprends pas que les syndicats aient accepté la présence de M. Darmanin parce que c'est une forme de minimisation également de leur protestation. C'est pour ça que... parce qu'en réalité, le fait qu'il soit présent, voilà, s'ils avaient vraiment été en opposition avec leur ministre ou pas contents de ses décisions ou de son manque d'efficacité, je pense qu'ils ne l'auraient pas accepté dans leur rang. Voilà, point à la ligne. Et donc, c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Bon, on verra ce que ça donnera. On va marquer une pause et on se retrouve dans un petit instant. On va parler foot. Karim Benzema de retour en équipe de France. Qu'en pensez-vous? À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Alors hier soir, vous avez peut-être vu Didier Deschamps qui était interviewé par 2 journalistes femmes d'ailleurs, petite révolution pour annoncer la composition de l'équipe de France avec le retour de Karim Benzema. Alors moi je vais faire un petit coup de gueule, pas très confraternel, c'est-à-dire que et pas très féministe, c'est-à-dire que je trouve que les femmes sont comme les hommes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de questions dérangeantes à Didier Deschamps, en particulier sur la sextape, sur le fait qu'il soit alors peut-être que c'était pas le propos, mais enfin quand même, il y a un procès qui est en cours. Vous savez que Karim Benzema est en cause dans la diffusion d'une sextape. Il me semble que c'était une question quand même à poser quand on prend cette décision. Donc je me dis que voilà, il y a la même hier, Éric Verhaeghe évoquait des consanguinités. Et il y a cette consanguinité, on l'appelle par son prénom et on pose peut-être pas des questions dérangeantes. Donc moi j'ai trouvé ça un petit peu regrettable parce que j'aurais aimé avoir la réponse à cette question. Elle est
certainement venu. Après, il y avait une conférence de presse, mais quand même, ça faisait partie des questions. Alors, je sais que j'ai pas deux amateurs de foot. Non, c'est vrai. Pas là, expert. Mais enfin, Benzema, c'est au-delà du foot. Oui, complètement, dans le sens qu'il a tellement, comment dire, rempli les news pendant des années désormais, et non seulement pour le sextape, mais aussi pour certains comportements qui n'étaient pas vraiment, comment dire, en ligne avec l'image de l'équipe de France et l'attitude qu'il faudrait avoir quand on joue avec le maillot d'une équipe nationale. Non, effectivement, j'étais un peu étonné. Je pense être un peu méchant, un peu manque de vipère, mais à mon avis, c'était tout simplement une choix politique. Comme d'ailleurs aussi l'inclusion de le fait de faire revenir Benzema en équipe pour des de raisons, France. Pour des raisons. Vous pensez qu'il y a un lien que avec Didier Deschamps consulte l'Élysée? Oui, parce que la France en ce moment, avec les banlieues en feu, a besoin de comment dire, de symboles. Et donc on a pris lui et on a pris aussi Marc Thuram. Qui est Marc Thuram, pardon, je le prononce très mal. Parce qu'après que la France avait battu l'Italie en 2000, je prononce mal le nom de footballeur français, excuse-moi. Materazzi, dites. Ça, c'était en 2006, c'est autre chose. Non, ce que je dis, c'est que Marc Thuram s'est rendu protagoniste d'un épisode il y a quelques mois. Il a craché au visage d'un adversaire. Si on veut, c'est quelque chose de mineur, ça arrive dans les foot, entre guillemets, mais on ne peut pas le justifier. Son père, par contre, qui a fait tout un pataquès, d'ailleurs, dans la presse italienne, il y a 2 ans, en disant qu'il y avait une culture blanche qui n'était pas acceptable, bref, c'est dans Marcus le monde de Thuram, Marcus, pardon. Et bref, je vois quelque chose d'un peu politique, idéologique. N'oublions pas, d'ailleurs, que Marcus Thuram a mis aussi les genoux par terre quand il fallait un peu imiter les footballeurs de la NFL américaine, du football américain. Donc, très bien, on peut faire de la politique, on peut faire tout ce qu'on veut, mais après, on ne se cache pas derrière un doigt. Oui. Kevin. Alors moi, ça me pose quand même problème parce que Karim Benzema, qui est cet individu, c'est quelqu'un qui en 2006 disait notamment que son cœur était en Algérie et que la France était seulement pour le sport. C'est quelqu'un, en effet, qui refuse de chanter l'hymne national parce qu'il trouve les paroles beaucoup trop guerrières. C'est quelqu'un qui, en 2015, quelque temps après les attentats djihadistes qui ont touché la France, finalement, qui aurait craché à la suite de cet hymne national. Donc moi, ça me pose quand même un petit problème parce que Karim Benzema est sans doute très compétent, mais quand on appartient à l'équipe de France, on doit aimer la France. Il y a des milliers de jeunes, en effet, qui sont fans de football. Ce sont des exemples. Ils doivent montrer à quel point le patriotisme, c'est quelque chose de bien. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'équipe de France de football lors du mondial de 2018 avec quelqu'un, par exemple, comme Paul Pogba, qui est d'origine guinéenne, qui a dit qu'il était fier d'être français, il a dit qu'il était fier d'appartenir à la culture française, ou alors Antoine Griezmann, d'ailleurs, qui se revendiquait comme chrétien et qui disait « Vive la France ». C'est ça qu'on attend de nos joueurs, c'est ça que l'on attend de ces individus qui sont là pour incarner quelque chose, qui sont là pour incarner la grandeur de la France et l'amour de la France et donner un bel exemple, un beau message, notamment dans nos banlieues, en effet, qui sont gangrénées par ces problèmes de séparatisme et de communautarisme. Alors, on précise qu'il est resté fiscalement en France, Karim Benzema. Ça a été... voilà, après, il y a un patriotisme fiscal. Chacun a le droit de se corriger. Alors, vous êtes fan de foot, vous, Patrick Mignon? Alors, j'ai terminé ma dernière intervention en parlant du théâtre. Je la reprends en parlant du cinéma, parce que ça, c'est le foot, c'est le cinéma. D'abord, la sextape, comme vous l'avez dit, plus les comportements. Moi, après avoir été très parisien avec mon sujet coup de gueule, là, je suis plutôt provincial parce que c'est sur Sud Radio, je pense que je ferai des heureux en annonçant que pour moi, plus le ballon est ovale, mieux c'est. Donc voilà, je suis vraiment pas très compétent en foot. Je trouve que les comportements sont souvent irrationnels et fort peu respectueux pour des gens qui n'ont que le mot de respect à la bouche. Je suis ravi d'entendre ce que Kevin et Matteo viennent de dire, c'est-à-dire que quand on est membre et sélectionné dans une équipe nationale et qu'on a un maillot national sur le dos, eh bien on le
on le valorise par son comportement de tous les jours et notamment eu égard à l'hymne national. Ouais. C'est vrai que Karim Benzema a eu des propos extrêmement désobligeants à l'égard de l'ensemble de la nation française, puisque l'hymne national, c'est l'hymne de la nation. Qu'on aime ou pas les paroles, tant qu'il n'est pas changé, c'est celui-là. Je ne l'ai pas entendu protester contre les paroles très anti-françaises de l'hymne national algérien. Donc voilà, donc moi, je dis simplement que le foot, malheureusement, parce que beaucoup de gens aiment le foot et je le comprends, hein, c'est un sport qui est splendide à voir. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des matchs de foot au Brésil. C'est totalement autre chose. Hein. C'est pas du tout le même état d'esprit et je pense qu'en Angleterre ou ailleurs. Voilà, donc je suis un peu… Tant mieux si le sélectionneur… Par contre, je vais pas critiquer le choix de Didier Deschamps. Didier Deschamps a peut-être cédé à des pressions politiques, c'est vraisemblable, mais il fait son choix en tant qu'homme libre quand même. Il choisit un joueur, il estime que c'est le meilleur à ce moment-là. On jugera au résultat et au comportement. Voilà. Ouais. Donc là, il n'y a rien à dire. Il a dû, comme on dit, quand même mettre son mouchoir. Oui, sûrement. Mais, comme on dit, c'est quoi l'expression, Valérie, mettre vous savez bien, son mouchoir. Vous imaginez bien quand vous êtes à la tête quand vous êtes à la tête d'une sélection nationale comme ça, c'est toujours, c'est comme en politique, hein, je veux dire, il n'y a pas le meilleur choix ou la chose, c'est toujours des arbitrages entre divers inconvénients et divers bénéfices. Il avait quand même laissé entendre en 2016 que Didier Deschamps avait fait un choix raciste, qu'il avait cédé sous la pression d'une partie raciste de la France pour le privé. Donc c'est ce qu'il avait dit et je pense qu'il en avait été, enfin de ce qu'on sait, il en avait été meurtri. Je crois qu'on a un amateur de foot en la personne de Jean-Luc Benamias, ou je me trompe? De sport en général, de foot en particulier, mais aussi de rugby complètement et d'autres sports collectifs ou des sports individuels. Je ne crois pas que Didier Deschamps ait subi des pressions. C'est mal connaître Didier Deschamps de penser qu'il puisse subir des pressions. Le cas Benzema est un cas extrêmement difficile parce qu'effectivement, il y a cette histoire de vidéos machin qui continue sur un procès qui dure. De chantage, hein, qui était de chantage derrière. Avec Valbuena. Plus j'en lisais par rapport à ça, moi je comprenais cette histoire. Hein. Clairement, elle est très difficile et c'est pour ça que ça traîne au niveau de ce procès. Le fait est que Karim Benzema, au Real de Madrid, est un des meilleurs joueurs du monde et un des meilleurs attaquants du monde. Et si je me mets à la place de Didier Deschamps, j'essaye de construire la meilleure équipe. Et à un moment donné, ne pas prendre Karim Benzema encore plus cette année avec un Karim Benzema extrêmement performant au Real de Madrid toute l'année, ça devenait difficile. Même si, sans lui, l'équipe de France jouait très bien et jouait même magnifiquement bien. Voilà, à un moment donné, je crois que, et c'est tout à la gloire de Didier Deschamps, c'est de dire, malgré le fait qu'ils ne s'entendent pas avec Karim Benzema, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, il y a eu des mots très forts prononcés entre eux, c'est de dire, voilà, il y a 26 joueurs, on voit mal comment aujourd'hui on ne peut pas prendre Karim Benzema dans cette équipe. Voilà, qu'est-ce qu'il en fera? Moi, je me mets à la place d'un autre ça va être difficile à gérer, c'est la place d'Olivier Giroud. Oui. Car dans ce cadre-là, comment Olivier Giroud va faire quelques minutes de match, ça va être assez compliqué. Oui. On a vu ce que ça a donné Benzema dans l'équipe de France. On l'a vu en 2010 où en effet il s'est très mal comporté. Mais l'équipe, souvenez-vous, l'équipe qu'on avait notamment en 2010 où vous aviez des gens comme Nicolas Anelka qui ont insulté Domenech, des gens finalement qui ont décidé de faire grève, des joueurs qui ont décidé de faire grève parce qu'il y a un autre joueur qui a été exclu parce qu'il a insulté quelqu'un. Enfin, ce n'est pas ça la France, ce n'est pas le bon message à envoyer notamment à notre jeunesse. Donc à un moment donné, on ne peut pas promouvoir des gens comme ça dans notre équipe nationale. L'équipe de foot doit être là pour transmettre un message et ne doit pas être là pour répondre aux desiderata idéologiques de M. Benamias. Il n'y a aucun je ne sais pas, vous ne parlez aucunement du sentiment anti-français de M. Benzema, de son affaire de la sextape. À un moment, c'est quelque chose qui pose problème quand on est un responsable politique. Je ne sais pas, on doit parler de ces choses-là parce que, évidemment, cette sélection-là nous concerne tous, concerne tous les Français et pas seulement les footeux. Oui, mais c'est incroyable. J'essaye à ce niveau-là d'expliquer le pourquoi du comment. Comment Didier Deschamps a pu changer d'avis lui-même, car c'est lui qui fait la sélection. Absolument. Et personne n'est au-dessus de lui pour faire la sélection. J'explique ça. Après,
Clairement, comment dire que Karim Benzema, quand on parle dans le football mondial, ne peut pas être en équipe de France? Il peut être... Ça devient impossible. Non, mais c'est la question la question du choix. L'éditorial de Vincent Duluc dans ce matin, c'est de dire que Karim Benzema revient et l'on ne sait pas ce matin si c'est parce que Didier Deschamps a changé ou parce que Benzema lui-même a changé. Chose qui est possible et qui est tout à fait, normal. Seulement les imbéciles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions. Je vois, il y a depuis hier qui pensent que c'est une réaction, que c'est une sélection politique. C'est-à-dire que si la France gagne, ce sera une victoire black blanc beurre et que c'est tout bénef pour Emmanuel Macron. Complètement. Mais sans Karim Benzema, black blanc beurre existe déjà. Cette équipe de France depuis des dizaines d'années. Mais c'est un symbole parce que. Mais pas uniquement, pas plus que ça. Le symbole, c'est qu'il joue très bien au football. C'est peut-être un des meilleurs avant-centres du monde. Je suis d'accord avec vous aussi sur les talents de Benzema, mais il ne faut jamais oublier que avec un caractère et des précédents comme celle qu'on a exposé, notamment les relations difficiles avec d'autres copains de l'équipe, ça risque d'être très compliqué et je ne sais pas comment on peut le justifier. Après, on peut être vraiment des très bons joueurs, mais si l'équipe ne gagne pas à cause aussi des relations, c'est un peu compliqué. Et puis, n'oublions pas que toujours à propos de l'exemple... C'est l'équipe d'il y a 10 ans. Non, oui. Avec certains footballeurs de l'équipe de France, c'est un peu plus récent, mais vous disiez que ce n'était pas quelque chose de politique. Je vous rappelle qu'en France, le ministre des Sports, en général, intervient quand il y a des soucis dans les sports. Il a été, de mémoire, intervenu aussi en 2010, quand il y avait eu le problème en Afrique du Sud. Et dernière chose à propos de l'exemple, moi je suis très content de voir que des footballeurs expriment aussi leur croyance. Et comme l'a fait d'ailleurs Giroud aussi. Et là, je vois par exemple que le dernier hashtag du tweet de Benzema, et si je ne suis pas un expert, c'est quelque chose qui est une louange à Dieu, louange à Allah. Donc je pense que c'est un message qui va être lu d'une certaine façon. Oui, mais c'est sa religion, moi je suis très bien content. Alors son hashtag c'est content de revenir et il dit hashtag blessed. D'ailleurs il n'y a pas de mot français et Hamdoulillah. Non, parce que le problème c'est pas qu'il soit musulman, le problème c'est qu'il refuse de dire vive la France et qu'il refuse en effet de chanter l'hymne national. Qu'il soit musulman, c'est tout à fait Patrick Mignon. Ce que j'espère surtout, c'est que Didier Deschamps gardera sa force de décision et sa liberté de décision, parce qu'à partir du moment où il le reprend en équipe de France, surtout après les mots très forts qui avaient été prononcés. Moi, je m'intéresse pas au foot, donc je vais pas parler de la compétence et de la qualité actuelle en termes de football du joueur qu'il remet. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans une équipe, autant un joueur tout seul ne peut pas faire gagner une équipe, autant il peut complètement la détruire et la faire perdre. On l'a vu en 2010 à Naïsna dans le bus avec l'affaire Anelka. Et très sincèrement, j'espère que si le comportement de Karim Benzema n'est pas au niveau de ce qui est attendu pour un joueur qui porte le maillot de l'équipe de France, c'est-à-dire de l'ensemble des Français, je dis bien de l'ensemble des Français, pas seulement ceux qui ont la même origine que lui, la même religion ou les mêmes lieux d'habitation. J'espère que si son comportement n'est pas à la hauteur, Didier Deschamps pourra toujours de nouveau l'écarter. Parce qu'à partir du moment où vous écartez quelqu'un une première fois et vous le faites revenir, à mon avis, le fait de le faire repartir une deuxième fois devient très compliqué. On verra. Ne préjugeons de rien. C'est mal connaître Didier Deschamps. Mais je ne le connais pas. Penser qu'il n'a pas d'autorité. Il a de l'autorité. En 98, ce garçon a montré qu'il avait de l'autorité. Et que Benzema, parce que vous dites que vous n'y connaissez pas grand-chose en foot, et que Benzema, de la vie générale, est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc c'est tout cet équilibre qui est extrêmement compliqué. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.